Ce film méritait d'être un échec. Mais peut-être pas pour les raisons que vous croyez. Ici, je parle souvent de ma déception devant les scores de certains live-action Disney qui cartonnent au box-office. Depuis que le Alice de Tim Burton a dépassé le milliard, quelques autres ont suivi. Le Livre de la Jungle s'en est approché, La Belle et la Bête a tapé 1,2 milliard, Aladdin 1 milliard, Le Roi Lion presque 1,7 milliard, Lilo et Stitch a dépassé lui aussi le milliard, et même La Petite Sirène, qui a eu ses polémiques et son backlash suite à ses choix de casting, a été frôlé les 600 millions. Et je suis d'accord, Aquafina en oiseau c'était une très mauvaise idée. En gros, ça n'a pas été un immense succès vu le budget initial, mais ça n'a pas été un four complet non plus. Blanche-Neige par contre, 205 millions de box-office mondial pour un film qui en a coûté 270 hors marketing, c'est une catastrophe. Et ça a tellement été catastrophique que Disney a même annoncé dans un premier temps qu'ils annulaient certains des live-action qu'ils avaient prévus. Puis est arrivé Lilo et Stitch, et en fait, non, ça va. La formule fonctionne toujours très bien, on peut continuer à produire des trucs nuls, les gens continueront d'y aller, il faut juste qu'on dévie le moins possible de l'œuvre originale pour ne pas frustrer leur petit cœur qui ne fonctionne qu'à la nostalgie. Et surtout, ne plus jamais engager Rachel Zegler. C'est sûr que c'est à cause d'elle que le film s'est planté, et uniquement à cause d'elle. Non mais imaginez, elle a osé soutenir la Palestine. Quelle horrible personne. Ah oui, il y a vraiment des gens dans l'entourage de la production qui pensent que c'est pour ça que le film s'est planté. Ouais. Mais tout ça, aujourd'hui, on s'en fout. Parce que de toutes les raisons pour lesquelles le film a flop, principalement les choix de casting et les opinions politiques, disons, légèrement opposées de ces deux actrices principales, qui a résulté en un marketing un peu timide, cette vidéo va se concentrer sur la vraie raison pour laquelle le film méritait de ne pas marcher. C'est juste un gros film de merde. Point d'interrogation ? Ouais, il y a peut-être un twist. Alors aujourd'hui, on ne va pas plonger en détail dans la production, ça ce sera pour un cinépop dans le futur, on va simplement revenir sur ce qui compte réellement au cinéma, le film. Alors c'est parti, voyons ce que ça vaut en tant qu'œuvre de cinéma, ce Blanche-Neige de 2025 réalisé par Marc Webb. Parce que oui, bon, je dis qu'il y a un twist, mais faut pas déconner. Je vais pas non plus vous dire que c'est un chef-d'œuvre, ni même que le film est bon, en fait. Simplement, j'ai peut-être été un peu dur en le mettant dans mon flop 5 de l'année passée. Et peut-être qu'il y a même quelques trucs à sauver. Et tant qu'à faire, on va commencer par le positif. Je le dis à chaque fois que je parle du film, et ça va évidemment être mon gros point positif, mais Rachel Zegler est une excellente chanteuse et actrice, c'est tout. Elle illumine le film de sa présence, de ses différents talents. Bon, le chant, quand on voit sa carrière à Broadway ou sa prestation dans le West Side Story de Spielberg, je pense qu'elle n'a plus rien à prouver à personne, hein. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est l'avoir porté des scènes face à des créatures en CGI ou face à Gal Gadot. Mais vous inquiétez pas, on va revenir sur son cas plus tard. Et puisqu'on parle de chansons, je ne déteste pas celles qui ont été ajoutées. Mais là aussi, il y a de la nuance. Genre, la première avec les parents est un peu nulle, celle de la reine aurait pu être pas mal. En gros, l'écriture est ok, mais Gal Gadot n'est ni chanteuse ni danseuse, et à peine actrice, donc c'est compliqué. Mais Waiting on a Wish de Blanche-Neige fonctionne à merveille, Princess Problems est fun, assez moderne, et A Hand Meets a Hand, la petite chanson d'amour entre Blanche-Neige et le rebelle Jonathan, est plutôt classique mais fait le taf, et puis elle justifie le baiser de fin. On va en reparler après aussi, du baiser. Bref, la musique et les paroles, c'est pas du Lin-Manuel Miranda, c'est pas du Howard Ashman, mais c'est pas horrible quoi. Je vous l'ai dit, je vais me raccrocher à des petites choses pour essayer d'un petit peu défendre le film, mais vous m'entendrez jamais dire que c'est un classique du cinéma. Ça c'est clair. Parce qu'au final, ça reste un remake live Disney qui est fait pour prendre votre pognon, tout ce que je dis c'est que c'est peut-être pas le pire. Et puisqu'on a parlé du couple, c'est une évidence, et si ça ne l'est pas pour vous, vraiment, allez revoir l'original ou juste le cinépop sur Blanche-Neige que j'ai fait, ça suffira, mais la romance est bien meilleure ici. Et c'est pas difficile, parce que dans l'original, le prince s'introduit chez elle par effraction, il partage 2 regards et un oiseau, et la prochaine fois qu'il la voit, c'est à la toute fin pour l'embrasser et la kidnapper tant qu'elle est encore un peu dans le brouillard. Ici, on est face à la romance la plus basique du monde. Ça se chamaille un peu au début, puis il lui sauve la vie, ils font la fête, tout le monde les pousse l'un vers l'autre, la chanson aboutit presque au baiser, mais il s'arrête parce que le scénario l'a décidé, mais voilà, c'est simple, c'est grosso modo efficace, ça réinvente rien du tout, et on aurait pu en attendre plus de la part du gars qui a réalisé 500 jours ensemble, mais de nouveau, c'est loin au-dessus de l'original. Autre point positif, et ça pour le coup, c'est vraiment rare, j'ai plutôt aimé la couleur. Attendez, je vous explique. Au début dans le château, j'ai soufflé, je me suis dit que c'était encore l'une de ces productions Disney archi grises, mais pour une fois,
c'était un choix réfléchi. Cette patine super terne est en fait à la fois la représentation interne que s'en fait Blanche-Neige, pour qui le château est devenu une prison, et aussi le symbole de ce qu'on a fait la reine, qui a aspiré toute la joie de vivre de la population, et par extension, ses couleurs pétillantes. Mais dès qu'elle sort du village, la couleur revient. Et alors le film est visuellement désagréable pour énormément d'autres raisons, mais pour une fois, le travail de la couleur n'est pas sombre et moche. Et ça, oui, ça fait plaisir. Dernier point positif, la plupart des changements apportés à l'histoire me semblent logiques et cohérents avec l'époque. Parce que, comme pour l'histoire d'amour, on ne pouvait pas, en 2025, reprendre point par point la trame narrative du film des années 30. Et c'est pas grave en fait. Après, vu comme internet est tombé sur Zegler après qu'elle l'ait dit en interview, peut-être que c'est très grave, mais si vous tenez tant à revoir le film à la virgule près, allez remater l'original. C'est comme le fait que Blanche-Neige soit jouée par une actrice avec des origines colombiennes. À partir du moment où le film m'explique pourquoi ses parents l'ont appelée comme ça, ok, je l'accepte. Vraiment, je vous promets, c'est pas grave. Ces films ne doivent pas toujours être des copier-coller des dessins animés. C'est d'ailleurs pour moi dans la façon dont ils réinventent leur récit que ces remakes live trouvent leur peu d'intérêt. Et ici, il y a quelques changements qui passent. Attention, il y en a des très très cons aussi, hein. Genre le chasseur qui décide de mettre une pomme au lieu d'un cœur d'animal dans la boîte de la reine, c'est totalement débile, le gars a fait zéro effort. Il pensait quoi, qu'elle allait jamais l'ouvrir? Alors apparemment c'est pour éviter de montrer qu'il aurait tué un animal. Est-ce que vous savez ce qu'est un chasseur? Autre changement assez incompréhensible pour le coup, les fameux nains qui ne sont plus des nains. On reviendra plus en détail dessus dans le cinépop, on parlera de la fameuse interview de Peter Dinklage, etc. Mais si tu décides que les nains de Blanche-Neige ne seront plus des nains, mais des créatures magiques, et au moins l'honnêteté intellectuelle de changer un peu leur design, non? Parce qu'à part leur donner des mains qui brillent et dire qu'ils ont plus de 200 ans, désolé mais t'as beau ne jamais les appeler comme ça dans ton film, absolument tout le monde voit les 7 nains, qui ont d'ailleurs tous gardé leur nom, hein? Bon après, il faut les comprendre, ils ont très envie d'être politiquement corrects, mais ils ont aussi très envie d'avoir beaucoup d'argent. Donc, oui, faire des créatures magiques, d'accord, mais il faut quand même que ça ressemble à ce que les gens connaissent. Parce que sans nostalgie, c'est bien connu, les gens ne vont plus au cinéma. C'est pour ça que ce film-là a pété tous les scores, hein. Ouais. Puis enfin, dernier changement, la confrontation finale entre Blanche-Neige et la Reine est pas mal, mais... Mais c'est le Roi Lion. Le personnage principal, que tout le monde pensait mort, surtout le méchant, qui revient revendiquer son royaume, annonçant à tout le monde que le méchant en question a tué son père... Ouais, c'est le Roi Lion. Mais il y a des choses intéressantes néanmoins, comme le fait que tout son peuple se mette directement derrière elle, derrière leur vrai leader, ou qu'elle connaisse les prénoms des soldats alors que la reine les appelle genre « Hé, toi là ». De nouveau, d'accord, c'est pas grand chose. Cela dit, c'est toujours mieux que de crever 30 secondes après avoir pensé gagner parce que tu t'es pris un éclair random dans la gueule, hein. Mais tout ça, ce sont des petits points qui, mis bout à bout, s'additionnent et rendent le visionnage plus facile. Ouais, je dis plus facile parce que ça ne le rend pas facile pour autant. Parce que des défauts, c'est pas qu'il y en a. C'est que c'est compliqué de voir autre chose. Le plus gros défaut, et ça malgré les jolies couleurs, et on pouvait le remarquer en fait dès les premières images promotionnelles, qu'est-ce que c'est moche? C'est hideux, c'est artificiel, rien ne fait vrai, dans la forêt principalement, mais même dès l'ouverture. C'est quoi ce bordel? Ces décors en carton, ces costumes de seconde main, on est sur un film à 250 millions de patates ou à la fête de village de Montsûr-Marchienne. Et puis plus tard, putain, les nains / créatures magiques en CGI, c'est absolument ignoble. Franchement, ça valait la peine de ne pas engager des acteurs de petite taille pour faire plaisir à Peter Dinklage, pour se retrouver avec ce rendu tellement uncanny valley qu'on dirait qu'ils viennent de descendre du Pôle Express. Et c'est pas juste eux, c'est leur maison, la forêt autour, y a rien de vrai là. C'est juste Rachel Zegler qui se balade dans des fonds bleus ou verts, et le boulot pour habiller tout ça derrière en post-prod a été fait à la va-vite, comme dans plein d'autres productions Disney de ces dernières années. C'est tellement flagrant que quand il y a cette transition, j'ai presque été choqué de voir une vraie fleur au premier plan. C'est dire. Puis là, je sais pas si c'est les décors ou la lumière, mais même dans une scène où il y a un vrai décor physique derrière eux, puisqu'on le voit marcher dessus la scène d'après, on n'y croit pas. Et tout ça est peut-être aussi dû à la mise en scène très très pauvre de Mark Webb, flagrante pendant tout le film, mais qui m'a particulièrement choqué dans la première chanson de Zegler, qui est pleine d'émotions, avec quelques envolées pleines d'espoir, puis de la tristesse. C'est son I Want Song, qu'on pourrait comparer à plein de chansons des héros de la Renaissance, mémorables pour leurs paroles et leur musique, mais aussi pour leur visuel. Les couleurs de Je voudrais déjà être roi, Ariel prisonnière dans sa grotte, Quasimodo qui surfe dans les gouttières de Notre-Dame, Belle qui tournoie avec son livre,
tout ça reste ancré dans les mémoires. Ici, Rachel Zegler qui donne tout, et la caméra qui panote gentiment vers le haut, ou qui tourne doucement autour d'elle. À aucun moment, la mise en scène ni le montage ne se met à la vitesse ou la hauteur de la chanson. Et ça, dans un film qui doit être au moins en partie une comédie musicale, c'est quand même un problème. Pour vous dire, il y avait plus d'idées et d'énergie dans le court passage musical de 500 jours ensemble. Et puis bon, tout le monde l'a dit, tout le monde a fait des montages de ses pires répliques, on va pas trop taper sur le clou, mais qui a pensé que c'était une bonne idée de faire chanter et danser Gal Gadot? Sérieusement, c'est compliqué à regarder. Pendant tout le film, déjà, il y a des moments où son acting est pas loin d'être risible, comme quand, pour aucune raison, elle se transforme en Scooby-Doo. Are you? Mais alors, sa chanson, en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Soit elle en fait 1000 fois trop, soit on sent qu'elle est pas à l'aise et qu'elle croit elle-même pas à ce qu'elle fait. C'est le mont Everest du cringe. Ah, et attention, hein, c'est pas la seule à jouer comme une pelle, hein. Andrew Burnap, c'est un peu mieux, mais il a le charisme sur courant alternatif. Ses potes bandits sont à peine présents, là clairement pour ajouter de la diversité. Et j'ai beau l'adorer, il y a quand même des passages où Zegler sort ses répliques de travers. Had no choice but to run. The queen wants me dead. Et pour finir, un petit melting pot de trucs foireux. Au début, j'aime bien que la reine fasse en sorte que Jonathan soit facile à libérer, sachant que Blanche-Neige le fera, et qu'elle pourra dès lors avoir une justification pour dire aux chasseurs de la liquider. Sauf que la raison pour laquelle elle veut la zigouiller, la révélation de son miroir, arrive dans la scène juste après qu'elle l'ait attachée à la grille. Ils étaient à ça d'avoir une écriture cohérente. C'est con, hein? Simplet qui sait parler mais qui est juste timide, j'ai pas compris l'idée. Je pensais que timide c'était juste l'un des autres nains pas nains. Ça sert à rien mais ok. Le fait que la reine doive dire à haute voix qu'un baiser est l'antidote, encore une fois, ils ont sorti les gros sabots pour justifier le baiser sur une personne prétendument morte, c'est maladroit. Et même le pivot du récit, le moment le plus important en fait, l'offrande de la pomme, ne fonctionne pas du tout ici. Il y a un truc dans la scène qui fait que je n'y crois jamais. C'est la façon dont a été présenté et traité le personnage de Blanche-Neige pendant tout le film. Dans l'original, c'est une jeune naïve, tombée amoureuse du premier venu, et qui nettoie des maisons de gens qu'elle ne connaît pas. Cette Blanche-Neige-là, oui, elle accepterait l'offrande d'une vieille inconnue, mais celle de Zegler, ça fait 1h15 qu'on nous rabâche qu'elle est intelligente, débrouillarde, forte, pleine de bonté, oui, mais pas bête. Et jamais elle ne tomberait dans ce piège-là. Ah, et la mort de la reine ne fait aucun sens. Je sais pas si l'idée était de faire une référence à Dorian Gray ou juste qu'ils avaient pas d'idée, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé de ce film. Tout ça pour dire que le Blanche-Neige de 2025 n'est pas un bon film. Oh non, vraiment pas. Mais c'est pas le pire des live-action. Et si vous pensez que c'est le pire simplement parce qu'il ne copie pas scène par scène une œuvre sortie il y a 88 ans, ou parce que l'actrice n'était pas assez blanche à votre goût, allez faire un tour, couchez-vous dans l'herbe, respirez, ça vous fera du bien. Par contre, si vous pensez que c'est le pire simplement parce que c'est un mauvais film, alors ouais, c'est légitime. Mais perso, je choisirai toujours les remakes live qui tentent des choses face à ceux qui vomissent juste leur nostalgie avec un vilain filtre gris. Allez, on se retrouve bientôt pour un mois de juin rempli de jouets qui parlent. Ciao!